les expositions mortelles et sexuelles de cette reine guerrière du nom de Nzinga. La reine guerrière noire, Nzinga Ana de Suzambande, défia toutes les conventions de son époque où les femmes n'étaient pas perçues comme des guerrières. Elle se révéla être une diplomate exceptionnelle, une stratège impitoyable et une maîtresse du déguisement. Son histoire témoigne de la force, du courage, de la défiance inébranlable et de bains de sang brutaux. De la mort de son frère pour le trône à la possession d'un harem masculin qu'elle faisait combattre pour la chance de partager sa couche chaque nuit. Nous aborderons les expositions mortelles et sexuelles de cette reine guerrière noire. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire exceptionnelle et l'héritage remarquable de la reine Nzinga, qui régna avec la force et l'autorité digne d'un roi. Nzinga Ana de Suzambande naquit entre 1583 et 1663. Elle fut une souveraine africaine dans la partie sud-ouest de l'Afrique, régnant en tant que reine sur les royaumes Mbundu de Ndongo de 1624 à 1663 et sur Matamba de 1631 à 1663, des régions aujourd'hui situées dans le nord de l'Angola. Son père, Ngola Kilombo Kiakazinda, était le roi de Ndongo et sa mère, Kangelekan Kombe, était une esclave bien-aimée du roi. À l'âge de 10 ans, à l'accession de son père au trône de Ndongo, bien qu'elle ne fût pas considérée comme une héritière directe, elle bénéficia de la faveur de son père. Cette position unique lui permit de recevoir une attention particulière sans être perçue comme une menace par les éventuels successeurs masculins au trône. Durant son éducation, elle suivit un entraînement militaire et apprit les arts du guerrier, montrant une remarquable habileté avec la hache de guerre, arme traditionnelle des guerriers Ndongan, en combattant aux côtés de son père. La vie et l'éducation précoce de Nzinga posèrent les bases de son parcours remarquable en tant que souveraine et reine guerrière redoutable. Elle eut également l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire en portugais grâce aux missionnaires portugais en visite. Dotée de connaissances acquises et de compétences diplomatiques, la reine Nzinga excella dans la résolution de crises politiques. Elle servit même d'ambassadrice auprès de l'Empire portugais, naviguant efficacement dans les interactions complexes entre son royaume et les autorités portugaises. En 1617, à la mort de son père, le roi, son frère Mbandi, devint le nouveau roi. À son avènement, Mbandi entra dans une période de violence politique intense, orchestrant des mois de bains de sang pour éliminer de nombreux rivaux potentiels au trône. Cela inclut leur demi-frère aîné et sa famille. Heureusement, la reine Nzinga fut épargnée, mais son fils subit un sort tragique, exécuté sur ordre du roi. De plus, Nzinga et ses deux sœurs furent soumises à un acte horrible, leur stérilisation forcée, empêchant ainsi Nzinga d'avoir d'autres enfants. Suite à ces actions brutales, Mbandi renforça son pouvoir et prêta serment de continuer la guerre contre les Portugais, démontrant sa détermination à résister à leur influence et à maintenir son autorité. Malgré son inexpérience militaire, le roi parvint à former une alliance avec le peuple Mbangala. Cependant, les forces portugaises continuèrent à avancer de manière significative, représentant une menace croissante pour le frère de Nzinga et son peuple. En 1621, le roi fit appel à Nzinga pour obtenir de l'aide. Consciente de l'urgence, elle accepta de servir d'envoyée auprès des Portugais à Luanda. Elle était la candidate idéale en raison de sa lignée royale et de sa maîtrise du portugais, ce qui la rendait apte à des négociations diplomatiques. Elle accepta la mission, mais avec certaines conditions, dont l'autorité pour négocier au nom du roi et la permission d'être baptisée, reconnaissant l'importance du baptême comme un outil diplomatique qu'elle pourrait utiliser contre les Portugais. Accompagnée d'une grande suite, Nzinga quitta la capitale de Ndongo pour arriver à Luanda, attirant une attention considérable. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette vidéo. Le gouverneur portugais, captivé par sa présence, proposa même de couvrir toutes les dépenses pour sa délégation. Bien qu'il fût de coutume pour les dirigeants de Ndongo de s'habiller en tenue européenne lors des rencontres avec les Portugais, Nzinga choisit de porter des vêtements traditionnels somptueux, ornés de plumes et de bijoux, représentant la riche culture du peuple Ndongo. Ce choix délibéré visait à démontrer que leur culture n'était pas inférieure à celle des Portugais, faisant une déclaration puissante au cours des négociations diplomatiques. Cependant, lorsqu'elle arriva pour la réunion avec les responsables portugais, elle remarqua qu'ils avaient préparé des chaises pour eux-mêmes, mais seulement un tapis était prévu pour elle. Ce traitement irrespectueux était une pratique courante des Portugais, une manière d'affirmer leur supériorité sur les Africains qu'ils avaient conquis.
Dans une réponse audacieuse, Nzinga ordonna à l'un de ses serviteurs de s'agenouiller à 4 pattes, agissant comme sa chaise humaine. Alors qu'elle engageait dans une conversation directe avec le gouverneur, à la clôture des négociations, elle trancha rapidement la gorge du serviteur devant tous, soulignant que Nzinga comprenait le pouvoir de la flatterie en tant qu'outil diplomatique. Certaines sources suggèrent qu'elle contrasta délibérément l'approche confrontante de son frère avec son propre comportement diplomatique lors de cette rencontre. En tant qu'ambassadrice, l'objectif principal de Nzinga était de négocier une résolution pacifique entre son peuple et les Portugais, cherchant à parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Pour garantir la paix, la reine Nzinga fit des promesses convaincantes aux Portugais. Elle reconnut les actions passées de son frère comme l'erreur d'un jeune roi et offrit une fin aux hostilités. Dans un geste surprenant, elle autorisa les négociants d'esclaves portugais à entrer à Ndongo et exprima sa volonté de renvoyer tout esclave portugais échappé combattant dans l'armée de son frère. En échange, la reine Nzinga exigea fermement le retrait des forts portugais construits sur le territoire de Ndongo. Elle souligna que Ndongo ne paierait pas de tribut au Portugal, car le tribut était généralement exigé des peuples conquis, et son peuple n'avait pas été vaincu. De plus, elle souligna le potentiel de coopération entre leurs royaumes, mettant en avant les avantages mutuels qu'ils pourraient tirer de leur lutte commune contre les ennemis de la région. Après avoir négocié avec succès avec les Portugais, Nzinga et son frère retournèrent sur l'île de Kindonga. Malheureusement, le traité de paix échoua, et en 1624, son frère, le roi Ngola, mourut d'une manière que certaines personnes estiment être un suicide. Il laissa derrière lui un jeune fils qui était censé devenir le prochain roi. Certains rapports affirment que Nzinga tua son frère pour devenir reine. Ils prétendent qu'elle l'empoisonna ou le tua pendant son sommeil, se débarrassant également de son fils et héritier. Mais certains historiens ne sont pas d'accord avec ces rapports. Après le décès de son frère, la reine Nzinga ne perdit pas de temps pour consolider son pouvoir. Elle fit saisir les objets cérémoniels associés à la monarchie par ses partisans et élimina ses opposants à la cour. Elle prit le titre de Ngola, qui lui conférait une position d'une grande influence parmi son peuple. Un grand enterrement fut organisé pour son frère, et certains de ses restes furent conservés dans un reliquaire appelé Misette, afin qu'elle puisse les consulter ultérieurement. Ainsi, en 1624, suite au décès de son frère Mbandi, la reine Nzinga prit le pouvoir sur Ndongo. Selon une vieille légende, il existe une histoire sur la reine Nzinga, qui avait une façon plutôt unique de gérer ses affaires romantiques. On raconte qu'elle avait un groupe d'environ 60 serviteurs masculins habillés en femmes, formant son harem. Ce harem non conventionnel servait de sanctuaire à la reine, offrant une compagnie et un soutien qui transcendaient les normes sociétales. Ils étaient ses confidents, ses alliés de confiance et ses compagnons loyaux. Ce qui rendait le harem de la reine Nzinga vraiment extraordinaire était la manière dont elle choisissait ses compagnons pour la nuit. Ces hommes se livraient à des batailles féroces, se battant les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un debout. Le survivant avait le privilège et la responsabilité de passer la nuit avec la reine. Cependant, au matin, la reine Nzinga ordonnait que sa vie soit prise. À la fin des années 1630, l'influence de la reine Nzinga s'était étendue au nord et au sud de Matamba. Par des manœuvres stratégiques, elle bloqua d'autres dirigeants l'accès à la côte contrôlée par les Portugais. Elle captura des parties de la rivière Kwango et prit le contrôle des terres importantes qui fournissaient des esclaves. Nzinga étendit également son territoire vers le nord, établissant des liens diplomatiques avec le royaume du Congo et les marchands néerlandais, qui devenaient de plus en plus actifs dans la région. En 1641, les forces de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, en alliance avec le royaume du Congo, s'emparèrent avec succès de Luanda aux Portugais, établissant la direction de Luango-Angola. C'était un coup significatif pour les Portugais. En réponse, la reine Nzinga envoya rapidement une ambassade à la ville néerlandaise nouvellement contrôlée, reconnaissant l'opportunité de créer des liens et de promouvoir ses propres intérêts. La chute de Luanda fut un revers majeur pour les Portugais, incitant la reine Nzinga à agir rapidement. Elle envoya immédiatement une délégation à la ville sous contrôle néerlandais, reconnaissant l'opportunité d'établir des liens et de faire progresser ses propres intérêts. Au milieu de ces batailles continues contre les Portugais et leurs alliés, la reine Nzinga forgea des alliances avec les royaumes voisins, étendant davantage son influence à mesure qu'elle vieillissait. Elle déploya ses soldats pour affirmer son autorité sur les nobles locaux,
envoya des forces combattre les Mbangalans de Kazanje dans l'est de Matamba et s'engagea dans des conflits avec le royaume de Kaka au Congo. Utilisant son armée comme un instrument politique, la reine Nzinga influença habilement les disputes de succession pour s'assurer des résultats en sa faveur. Elle prit également une position audacieuse contre la traite des esclaves, cherchant à démontrer aux Portugais qu'ils n'avaient aucune supériorité sur son peuple. De plus, elle prit la décision remarquable de nommer une femme comme sa successeur, défiant les normes de genre et autonomisant les femmes dans des rôles de leadership. L'une des réalisations notables de Nzinga fut sa consolidation habile du pouvoir en formant des alliances avec des États rivaux. En 1627, elle rallia ces États et mena courageusement son armée contre les Portugais, lançant une guerre prolongée de 30 ans. Cette initiative audacieuse mettait en valeur ses compétences de leadership et sa détermination inébranlable à défendre les intérêts de son peuple. Nzinga exploita également habilement les rivalités européennes à son avantage. Reconnaissant la conquête néerlandaise de Luanda en 1641, elle forma une alliance avec eux pour tirer parti de leur puissance militaire. Ensemble, ils infligèrent un coup significatif aux Portugais en triomphant de leur armée en 1647. Cette victoire solidifia la position de Nzinga en tant que génie stratégique et lui valut une réputation de guerrière redoutable. Le 17 décembre 1663, la reine Nzinga mourut paisiblement dans la huitantaine, malgré les tentatives répétées des Portugais et de leurs alliés pour la capturer ou la tuer. Après sa mort, elle est connue en Angola comme une femme remarquable et courageuse, qui régna avec la force et l'autorité d'un roi, allant jusqu'à s'habiller en homme. Son héritage en tant que mère de l'Angola, championne des négociations et libératrice de son peuple perdure dans le monde entier. À travers l'Afrique, elle est vénérée comme une leader exceptionnelle et un symbole de l'autonomisation des femmes. Ses compétences politiques et diplomatiques, associées à ses tactiques militaires brillantes, lui ont valu admiration et respect. À Luanda, la capitale de l'Angola, une rue importante porte son nom et une magnifique statue de la reine Nzinga se dresse toujours sur la place Kanakchichi. Cette statue, dédiée par le président Santos lors du 27e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, revêt une grande importance. Elle est devenue un lieu chéri pour les mariages angolais, en particulier les jeudis et vendredis. En reconnaissance de son rôle dans la défense de l'autodétermination et de l'identité culturelle de son peuple, la Banque nationale de réserve de l'Angola, ou BNA, a émis une pièce de 20 kwanza le 23 décembre 2014 en hommage à la reine Nzinga. Cette pièce commémorative sert de témoignage durable de son impact et de son héritage durable. Malgré certaines de ses lacunes, la reine Nzinga est encore honorée aujourd'hui. Ses contributions significatives et son engagement indéfectible envers son peuple ont solidifié sa place en tant que figure vénérée dans l'histoire angolaise et africaine dans son ensemble. Si cette vidéo vous a plu, nous vous conseillons de vous abonner pour plus d'autres vidéos du genre.